Le camion de déménagement dans mon allée a été le premier signe que quelque chose n'allait pas du tout. Je me suis figée. Les clés pendant encore à mes doigts. Ce n'était pas n'importe quel camion. C'était un grand camion de déménagement professionnel avec « Monties Moving Service » peint sur le côté. Un camion que je n'avais jamais engagé. Un déménagement que je n'avais jamais prévu. Mon estomac s'est noué tandis que je poussais la porte d'entrée pour assister à l'impensable. Là, dans mon salon, se tenaient mes parents, en train de démanteler méthodiquement ma vie. Maman emballait mes plats préférés dans du papier journal tandis que papa vidait mes étagères, fourrant négligemment des volumes dans des cartons. Mais qu'est-ce qui se passe, bon sang ? Ma voix brisa le silence méthodique. Ils sursautèrent comme des voleurs pris la main dans le sac, ce qu'en vérité ils étaient. « Oh, Sophia, dit maman, tentant une innocence désinvolte. On pensait que tu étais au travail. » Je suis Sophia, 35 ans, PDG adjointe dans une entreprise de nutrition sportive. 13 ans de travail acharné, de vacances sautées et de semaines de 70 heures m'ont mené ici. Il y a 3 ans, je suis enfin devenue PDG adjointe. Il y a 2 ans, j'ai acheté la maison de mes rêves. 4 chambres, des comptoirs en granit, un sanctuaire dans le jardin où le café du matin a le goût de la victoire. Mais selon ma famille, rien de tout cela n'a d'importance parce que je n'ai ni mari ni enfant. Les questions du type « Quand est-ce que tu te cases ?» ont commencé dès mes 30 ans. Les réunions de famille sont devenues des interrogatoires, avec des tantes qui me coinçaient au mariage, la voix suintant une préoccupation mielleuse. « Ton horloge biologique tourne, Sophia. » L'horloge. Comme si j'étais une sorte de bombe qu'un homme devait désamorcer. Au mariage de mon cousin l'année dernière, tante Charlotte m'a agrippé le bras pendant la réception, ses ongles laissant des croissants de lune sur ma peau. « Il n'est pas trop tard pour congeler tes ovules », a-t-elle chuchoté avec urgence, son haleine lourde de champagne. La conversation environnante s'est tue, tout le monde attendant ma réponse. J'ai souri de manière crispée et l'ai interrogé sur son jardin, mais à l'intérieur, quelque chose s'est durci. Voici ce qu'il refusait de comprendre. Je ne suis pas brisée. Je ne suis pas une figure tragique sanglotant dans un pot de glace à propos de mon utérus vide. Je vis précisément la vie que j'ai choisie. Mon travail me met au défi. Mon indépendance financière m'accorde la liberté. J'ai trouvé une paix qui m'échappait lorsque j'essayais de me conformer aux attentes des autres. Mais expliquer cela à des gens qui mesurent la valeur d'une femme à son alliance, impossible. Mon frère Marcus a 28 ans. L'année dernière, il a épousé Céleste après être sortis ensemble pendant des années. J'étais sincèrement heureuse de les voir échanger leurs vœux. Je leur ai même donné 15 000 $ en cadeau de mariage, de l'argent représentant des mois de mon salaire, sacrifié parce que je voulais les aider à démarrer, n'est-ce pas? La cérémonie a eu lieu dans l'église de notre famille où j'avais enduré d'innombrables sermons sur le sacrifice et le fait de faire passer les autres en premier. La réception en centre-ville était parfaite jusqu'à ce que la famille commence sa représentation habituelle. « Sophia, quand vas-tu te caser ?» a demandé tante Charlotte, me coinçant à la table des desserts. « Tu es la seule célibataire qui reste maintenant. » Ma mère s'est jointe à elle, une coupe de champagne se balançant entre ses doigts manucurés. « Il est temps que tu entendes le bruit de petits pieds dans cette grande maison à toi. » J'ai souri et hoché la tête comme toujours. À l'intérieur, je calculais combien d'heures encore je devais rester avant de pouvoir partir sans paraître impoli. Ces gens traitent mon célibat comme une maladie contagieuse. Mon contentement, un affront personnel à leur choix. Après le mariage, Marcus et Céleste ont emménagé dans un studio appartenant à nos parents. Sans loyer, je précise. Maman m'a même demandé de les aider avec les charges. Donc, je couvre leurs factures d'électricité et de gaz chaque mois. Ça ne me dérange pas d'aider la famille, mais parfois je me demande si elle me voit autrement que comme un distributeur automatique, le compte en banque perpétuel sans mari ni enfant sur qui dépenser de l'argent. Les premiers mois après le mariage semblaient bien se passer. Céleste me remerciait de couvrir les factures lors de nos dîners de famille du dimanche, me posait des questions sur mon travail. Je pensais que nous construisions quelque chose d'authentique.
J'aurais dû remarquer la façon dont ses yeux s'attardaient sur moi quand elle pensait que je ne regardais pas, calculant, évaluant ce qu'elle pourrait réclamer d'autre. Laissez-moi vous parler de ma maison, car comprendre ce que j'ai failli perdre éclaire tout ce qui a suivi. J'ai commencé à travailler à 16 ans, j'ai payé mes études universitaires et j'ai passé 13 ans à grimper les échelons de l'entreprise. Quand je suis enfin devenue PDG adjointe, je savais qu'il était temps d'avoir la maison dont je rêvais depuis l'enfance. La recherche de maison a duré 6 mois. J'ai visité des dizaines de propriétés trop petites, trop chères, trop loin du travail. Tout le monde disait que mes exigences étaient déraisonnables, mais j'ai refusé de faire des compromis. C'était ma maison pour la vie. Quand je l'ai trouvée, je l'ai su immédiatement. 4 chambres, une cuisine magnifique avec des comptoirs en granit, un jardin parfait pour le café du matin et le vin du soir. Un quartier sûr, proche du travail, tout ce que j'avais visualisé. Signer ces papiers, c'était comme franchir une ligne d'arrivée vers laquelle j'avais couru toute ma vie d'adulte. C'était à moi, acheté avec mon argent, mon travail, mes sacrifices. Personne ne pouvait me l'enlever. Du moins, c'est ce que je pensais. J'ai donné un double des clés à mes parents quand j'ai emménagé. Ils m'avaient aidé avec les meubles, et cela semblait naturel pour les urgences. Ce sont mes parents, après tout. Je leur faisais entièrement confiance. Cette confiance a failli me détruire. Notre famille organise des dîners du dimanche chez maman et papa, une tradition depuis l'enfance. Nous nous réunissons autour de la même table en chêne où Marcus et moi prenions autrefois notre petit déjeuner avant l'école. Maman prépare un rôti de bœuf ou du poulet et nous nous mettons à jour. D'habitude, c'est assez agréable, mais dernièrement, quelque chose avait changé. Céleste avait commencé à faire des commentaires subtils lors de ses dîners. Rien d'évident au début, juste des allusions. Elle mentionnait à quel point leur studio était à l'étroit ou comme ce devait être agréable d'avoir tant d'espace. Elle ne prononçait jamais mon nom, mais tout le monde connaissait sa cible. C'est si injuste, a-t-elle dit un dimanche, coupant son poulet avec une force inutile. Les célibataires ont ces grandes maisons tandis que les couples mariés se serrent dans de minuscules appartements. Mes parents hochaient la tête comme si elle récitait une sagesse profonde. J'ai fait semblant de ne pas comprendre, mais je reconnaissais la stratégie. Elle plantait des graines, mettait en marche quelque chose qui me donnait la chair de poule. Le fait est que leur appartement n'est pas mal. Il est petit mais gratuit. Il ne paie ni loyer ni hypothèque, seulement les charges que j'aide à couvrir. La plupart des jeunes couples considéreraient cela comme une bénédiction. Mais Céleste agissait comme s'il vivait dans la misère. J'ai d'abord essayé d'ignorer ses commentaires. Les dynamiques familiales sont compliquées, et je ne voulais pas créer de drame pour un rien potentiel, mais les allusions continuaient, devenant de moins en moins subtiles chaque semaine. Céleste soupirait de manière dramatique en décrivant leur appartement. Elle faisait des commentaires pointus sur les activités que je devais sûrement apprécier dans ma spacieuse maison. Marcus s'y est mis aussi, mentionnant les futurs enfants qui auraient besoin de place pour grandir. Il me regardait directement en le disant, comme si j'étais censé offrir quelque chose. Mais j'ai travaillé dur pour ma maison. J'ai mérité chaque mètre carré. Et je refusais de me sentir coupable d'avoir de belles choses parce que d'autres avaient fait des choix différents. Le pire, c'était les réactions de mes parents. Ils hochaient la tête et étaient d'accord avec tout ce que Céleste disait, agissant comme si j'étais égoïste simplement en existant dans ma propre maison. Ils semblaient oublier que c'est moi qui les aide financièrement. Je paie les charges de Marcus. J'ai contribué à leur mariage. J'ai prêté de l'argent à mes parents à plusieurs reprises. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, je suis égoïste parce que je ne m'excuserai pas pour la maison que j'ai mis 13 ans à gagner. La logique défie la raison, mais plus personne ne semblait se soucier de la logique. 3 mois après le début de ces allusions, le dîner du dimanche semblait différent. Tout le monde échangeait des regards entendus. Mes parents, Marcus, Céleste, comme s'ils partageaient un grand secret. Céleste ne pouvait s'empêcher de sourire. Pas son sourire poli habituel, mais un sourire triomphant à peine contenu. Marcus n'arrêtait pas de toucher son ventre de manière protectrice. Je ne suis pas naïve. J'ai reconnu les signes immédiatement. Céleste est enceinte,
pensai-je, en les regardant échanger des regards. Ils vont l'annoncer ce soir. Je me sentais sincèrement heureuse pour eux. Marcus a toujours été bon avec les enfants, et Céleste semblait pouvoir faire une mère décente. Un bébé pourrait même détourner l'attention de mon célibat. Nous nous sommes assis pour dîner comme d'habitude. Maman avait préparé son fameux rôti de bœuf, son riche arôme remplissant la maison. Mais au lieu de manger, Marcus s'est éclairci la gorge et a demandé l'attention de tous. Céleste et moi avons une nouvelle, a-t-il dit en lui prenant la main. Nous allons avoir un bébé. Mes parents ont éclaté en larmes de joie, bien qu'ils le sussent manifestement déjà. Maman a étreint Céleste tandis que papa serrait la main de Marcus comme s'il avait accompli quelque chose d'extraordinaire. Félicitations, dis-je sincèrement. C'est une merveilleuse nouvelle. Mais maman n'a pas pu résister à saper le moment. Eh bien, au moins un de mes enfants me donne des petits-enfants, dit-elle en me fixant ostensiblement. Je commençais à penser que je n'en aurais jamais. Je me suis mordu la langue. C'était leur moment, pas le moment d'une confrontation sur mes choix de vie. J'ai souri et les ai félicités à nouveau. C'est alors que Céleste s'est tournée vers moi, son sourire d'une douceur trompeuse. En fait, Sophia, nous avons discuté de quelque chose d'important avec tes parents. C'est à propos de notre situation de logement. J'ai arrêté de mâcher. Que veux-tu dire ? Nous sommes tous d'accord pour dire que la situation de logement de notre famille n'est pas équitablement répartie. Marcus et mes parents ont hoché la tête à l'unisson comme des marionnettes tirées par les mêmes ficelles. Céleste a continué, sa voix devenant plus confiante. Tu vis seule dans cette grande maison avec toutes ces pièces vides. Pendant ce temps, nous sommes à l'étroit dans un minuscule studio et bientôt nous aurons un bébé qui a besoin d'espace. D'accord, dis-je lentement, une angoisse montant dans ma poitrine. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi ? Maman est intervenue, sa voix tranchante d'autorité. Sophia, tu dois agir comme une vraie sœur. Tu dois prouver ton amour pour ton frère et ton futur neveu. Comment exactement ? Demandai-je, bien que le sentiment de malaise dans mon estomac me dit que je le savais déjà. Tu devrais donner ta maison à Marcus et Céleste, a déclaré maman comme si elle annonçait la météo. Ils ont plus besoin de l'espace que toi. Je l'ai dévisagé, cherchant un signe que c'était une terrible blague. Vous êtes sérieux en ce moment ? Tout à fait sérieux, a ajouté papa. Tu déménagerais dans le studio. Nous sommes même prêts à rendre cela officiel. Tu cèdes ta maison à Marcus et nous te cédons le studio. J'ai regardé autour de la table leurs visages expectatifs. Ils ne plaisantaient pas. Ils croyaient sincèrement que c'était raisonnable. Non, dis-je en me levant brusquement. Absolument pas. Je ne renonce pas à ma maison. Sophia, siffla maman. Ne sois pas si égoïste. Égoïste ? L'incrédulité a fait trembler ma voix. J'ai travaillé 13 ans pour cette maison. J'ai économisé chaque centime. Je l'ai mérité. Tu n'es qu'une vieille fille qui ne se mariera jamais et n'aura jamais d'enfant de toute façon, a dit papa d'un ton dédaigneux. Pourquoi aurais-tu besoin d'une maison comme ça ? Ces mots m'ont frappé comme des coups physiques. Mon propre père m'appelant une vieille fille. Marcus en a rajouté aussi. Tu es avide, Sophia. La famille est censée aider la famille. Avide ? J'ai ri sans humour. Je vous ai donné 15 000 $ pour votre mariage. Je paie vos charges tous les mois. En quoi suis-je avide exactement ? C'est différent, a insisté Marcus. Non, ça ne l'est pas, ai-je rétorqué. J'en ai marre d'être traitée comme si j'étais moins importante que Marcus juste parce que je ne suis pas mariée. Ce n'est pas vrai, a protesté faiblement maman. Vraiment ? Alors voici une solution, dis-je en attrapant mon sac à main. Vendez votre studio. Utilisez cet argent comme acompte et achetez une maison à Marcus et Céleste. Problème résolu. Mes parents ont échangé des regards gênés. Nous ne pouvons pas nous permettre une deuxième hypothèque, a marmonné papa. Alors vivez selon vos moyens, dis-je en me dirigeant vers la porte. N'essayez pas de voler ma maison parce que vous ne voulez pas dépenser votre propre argent.
J'étais presque dehors quand ils ont commencé à crier. Sophia, tu es ridicule, a hurlé maman. Égoïste, a ajouté papa. Avide, a crié Marcus. Je me suis retournée une dernière fois. J'en ai fini avec cette conversation. Je ne renonce pas à ma maison, et c'est final. Je les ai laissés assis là et je suis rentrée chez moi, les mains tremblantes sur le volant. Quand je suis entrée dans ma maison, j'ai regardé tout ce pourquoi j'avais fait des sacrifices. Le canapé confortable pour lequel j'avais économisé des mois. La table de cuisine où je prends mon petit déjeuner chaque matin. La chambre avec de grandes fenêtres qui accueillent une parfaite lumière matinale. C'était ma maison. J'avais mérité chaque centimètre. Et hors de question que je la cède à des gens qui pensaient que je ne la méritais pas. Ils pouvaient me traiter d'égoïste, d'avide ou de vieille fille, mais cette maison était à moi, et elle le resterait. Le lendemain matin, mon téléphone a commencé à sonner à 7 heures. Maman. Je n'ai pas répondu. Puis papa a appelé, puis Marcus, puis Céleste. Je les ai tous ignorés et me suis préparée pour le travail comme si de rien n'était. À l'heure du déjeuner, j'avais 12 appels manqués et 20 messages textes. Je les ai finalement lus en mangeant dans la salle de pause. Sophia, nous devons parler. Tu es déraisonnable, de maman. Ton frère a besoin de ton aide. La famille passe en premier, de papa. Céleste a pleuré toute la nuit à cause de ce que tu as dit. Tu fais du mal à une femme enceinte, de Marcus. Je pensais que tu m'aimais comme une sœur. Je suppose que je me suis trompée, de Céleste elle-même. J'ai supprimé chaque message sans répondre. Ils voulaient me noyer sous la culpabilité, mais je refusais de jouer leur jeu plus longtemps. Les appels ont continué pendant 3 jours. Chaque sonnerie apportait une nouvelle tentative de muser. Leurs messages vocaux devenaient de plus en plus dramatiques. Sophia, c'est ta mère. Tu détruis cette famille avec ton égoïsme. Sophia, c'est papa. Je suis déçue de toi. Ce n'est pas comme ça que nous t'avons élevé. Sophia, c'est Marcus. La santé de Céleste souffre à cause du stress que tu causes. S'il arrive quelque chose au bébé, ce sera de ta faute. Ce dernier a déclenché une véritable colère. Maintenant, il me blâmait pour de potentielles complications de grossesse, comme si mon refus de céder ma maison pouvait causer une fausse couche. C'était manipulateur et répugnant. J'ai montré les messages à ma collègue Allison. Elle me connaît depuis 8 ans et comprend ma dynamique familiale. Sont-ils sérieux? A-t-elle demandé en lisant le texto de Marcus sur le bébé. Ils essaient vraiment de te faire culpabiliser avec ça. Apparemment, soupirai-je. Selon eux, je détruis à moi seule une grossesse en ne cédant pas ma maison. C'est insensé, a dit fermement Allison. Rien de tout cela n'est de ta faute. Je sais, ai-je répondu, mais entendre quelqu'un d'autre le dire m'a apporté un soulagement inattendu. Leurs messages sont devenus plus créatifs au fil de la semaine. Ils ont envoyé des articles sur la loyauté familiale et l'aide aux proches. Maman a envoyé des versets bibliques sur l'amour de son prochain. Papa a envoyé une histoire sur une femme qui a donné sa maison à sa sœur. Ça pourrait être toi, a-t-il écrit sous l'article. Tu pourrais être l'héroïne de cette histoire. J'ai ri à voix haute en lisant ça. Héroïne. Il voulait que je sois héroïque en abandonnant tout ce pourquoi j'avais travaillé. Ce n'était pas de l'héroïsme. C'était de la folie. Les messages de Céleste étaient particulièrement manipulateurs. Elle a envoyé des photos d'échographie avec la légende « Ton neveu a besoin d'une chambre. Tu ne veux pas qu'il ait une belle vie ?» Elle a même envoyé des photos de leur studio exigu avec la légende « C'est vraiment là que tu veux que ta famille vive ?» Je voulais lui rappeler qu'elle y vivait sans loyer, mais engager la conversation ne ferait que les encourager. À la fin de la semaine, les messages se sont finalement raréfiés. Je pensais qu'ils avaient peut-être accepté ma décision. J'aurais dû mieux les connaître. Ce vendredi-là, je suis allée au travail comme d'habitude, mais j'ai développé une fièvre et un mal de tête vers midi. J'avais l'impression d'avoir été heurtée par un camion. J'ai dit à mon patron que je devais partir plus tôt.
Vers 14 heures, je suis arrivée dans mon allée et j'ai immédiatement remarqué que quelque chose n'allait pas. Un grand camion de déménagement étiqueté « Monties Moving Service » était garé devant ma maison. La voiture de mes parents était derrière. Mon cœur s'est emballé. Que faisait-il? J'ai utilisé ma clé pour entrer dans ma propre maison et j'ai été confrontée à l'incroyable. Mes parents étaient à l'intérieur en train d'emballer mes affaires. Maman emballait la vaisselle dans du papier journal tandis que papa vidait les étagères dans des cartons. Mais qu'est-ce qui se passe, bon sang? Ai-je crié. Ils ont sursauté, la culpabilité traversant leur visage avant de disparaître rapidement. Oh, Sophia, dit maman nonchalamment. On pensait que tu étais au travail. Je t'ai posé une question, dis-je, luttant pour garder ma voix stable. Que faites-vous dans ma maison? On t'aide à déménager, a expliqué maman comme si elle parlait de la météo. Marcus et Céleste emménagent ici et tu déménages dans leur studio. Je vous ai dit que je ne le ferais pas, dis-je, la voix montant. Je vous l'ai dit à plusieurs reprises. On a tous décidé que tu n'as pas besoin d'autant d'espace, a dit papa, sans même lever les yeux de ses livres à emballer. Ce n'est pas juste que tu aies toute cette place alors qu'ils attendent un bébé. Je me fiche de ce que vous avez décidé, dis-je. C'est ma maison. Ils ont continué à emballer comme si je n'étais pas là. Maman a plié un pull et l'a mis dans un carton. Papa a emballé un cadre photo et l'a ajouté à sa pile. Arrêtez, ai-je exigé. Arrêtez d'emballer mes affaires tout de suite. Sophia, ne rends pas les choses plus difficiles que nécessaire, soupira maman. C'est là que quelque chose en moi a craqué. Je suis montée dans ma chambre et j'ai appelé la police. Je dois signaler une effraction, ai-je dit au répartiteur. Des gens sont entrés par effraction chez moi et ils emballent mes affaires. Êtes-vous en danger immédiat? A-t-elle demandé. Non, mais ils volent mes affaires et ne veulent pas partir. Nous envoyons quelqu'un tout de suite. La police est arrivée 5 minutes plus tard. 2 agents sont venus à la porte et j'ai expliqué la situation. Mes parents ont essayé de faire passer ça pour un malentendu. Monsieur l'agent, c'est notre fille, a dit papa doucement. Nous l'aidons juste à déménager. Vous a-t-elle demandé votre aide? A demandé le premier agent. Eh bien, non, mais... Madame, l'agent s'est tourné vers moi. Leur avez-vous donné la permission d'être ici? Absolument pas, ai-je déclaré fermement. Je leur ai dit à plusieurs reprises que je ne déménageais nulle part. Les agents ont échangé un regard, puis se sont adressés à mes parents. Monsieur, madame, vous devez venir avec nous. C'est ridicule, a crié maman. C'est notre fille. Cela ne vous donne pas le droit d'entrer chez elle sans permission, a expliqué le second agent. Maman a commencé à crier et papa a même tenté de frapper l'un des agents. Ils ont arrêté mes parents là, dans mon salon. Je les ai regardés être emmenés pendant que l'équipe de déménagement se tenait là, confuse. Et nos affaires? A demandé un déménageur. Remettez tout où vous l'avez trouvé, ai-je ordonné. Et envoyez la facture à celui qui vous a engagé. Après que tout le monde soit parti, je me suis assise dans ma cuisine, essayant de digérer ce qui s'était passé. Mes propres parents étaient entrés par effraction chez moi et avaient tenté de me forcer à partir. Ils croyaient sincèrement qu'ils pouvaient décider ce qui était le mieux pour moi et simplement le faire arriver. 2 heures plus tard, mon téléphone a sonné. Maman, appelant du poste de police. Sophia, tu dois retirer cette plainte, a-t-elle exigé. Nous sommes tes parents. Nous essayons juste d'aider. Non, dis-je doucement. J'en ai fini avec vous tous. Tu ne peux pas être sérieuse, a-t-elle haleté. Je suis tout à fait sérieuse, dis-je et j'ai raccroché. Le lendemain matin, je suis allée au poste de police et j'ai refusé de retirer la plainte. Mes parents pouvaient faire face aux conséquences de leurs actes. J'en avais fini d'être leur paillasson. Ils ont payé la caution ce soir-là. Je m'attendais à des appels de colère immédiats, mais j'ai plutôt reçu un appel de ma grand-mère le lendemain matin. Elle semblait épuisée. Sophia, tes parents sont très contrariés, a-t-elle dit.
Ils n'arrivent pas à croire que tu les aies fait arrêter. Ils sont entrés par effraction chez moi, grand-mère, ai-je expliqué. Ils emballaient mes affaires sans permission. Je sais, soupira-t-elle. Et je leur ai dit que tu avais raison de garder ta maison. Mais appeler la police contre tes propres parents, c'est une affaire sérieuse. Que étais-je censé faire? Leur demander gentiment d'arrêter de voler mes affaires? Je ne sais pas, a-t-elle admis. Toute cette situation est un gâchis, mais tu ne peux pas la laisser détruire ta famille. Je n'ai rien détruit, dis-je fermement. C'est eux qui ont fait ça eux-mêmes. Après avoir raccroché avec grand-mère, je n'ai rien entendu pendant 3 jours. Le silence était rafraîchissant. Pas d'appel de colère, pas de texto culpabilisant, pas de demande pour ma maison. Juste la paix. Puis j'ai reçu une lettre par la poste. C'était de ma mère, écrite de sa main soignée sur du papier à lettres chic. Sophia, lisait-on, après mûre réflexion et discussion avec ton père et ton frère, nous avons décidé de te renier. Tu n'es plus notre fille. Tes actions d'égoïste nous ont montré que tu ne te soucies aucunement de ta famille. Tu as choisi une maison plutôt que ta propre chair et ton propre sang. Nous ne te contacterons plus, et nous ne voulons pas que tu nous contactes. C'était signé, ton ancienne mère, au lieu de « avec amour, maman ». Je l'ai lu 2 fois, puis je l'ai posé sur la table de ma cuisine. Je m'attendais à être dévastée, blessée ou en colère, mais au lieu de cela, j'ai ressenti quelque chose d'inattendu. Le soulagement. Un pur soulagement. Ils pensaient que cette lettre m'anéantirait. Ils m'imaginaient en larmes, les suppliant de reconsidérer leur décision. Au lieu de ça, je me suis sentie libérée. J'étais enfin libre de leurs critiques constantes, de leurs exigences sans fin et de leurs manipulations. Les semaines suivantes ont été les plus paisibles que j'ai connues depuis des années. J'allais au travail, je rentrais dans ma maison tranquille et je faisais ce qui me plaisait. Pas de dîner du dimanche, pas de drame familial, personne pour me dire que j'étais égoïste de vivre ma propre vie. J'ai appris par ma grand-mère que Marcus et Céleste occupaient toujours le studio. Ils se débrouillent, a-t-elle mentionné lors d'un de nos appels. Le bébé doit bientôt naître et ils s'en sortent. Et mes parents? Ai-je demandé. Ils envisagent de vendre leur maison et le studio, a expliqué grand-mère. Ils veulent utiliser l'argent pour 2 logements. Un pour eux et un pour Marcus et Céleste. Ils auraient pu faire ça depuis le début, ai-je souligné, au lieu d'essayer de voler ma maison. Je pense qu'ils voulaient juste profiter de toi, admit tranquillement grand-mère. Ils ne pensaient pas que tu te défendrais. Eh bien, ils avaient tort. J'ai découvert plus tard qu'ils planifiaient cela depuis des mois. Ils s'étaient convaincus que je ne méritais pas ma maison parce que j'étais célibataire et sans enfant. Ils avaient supposé que je serais trop accommodante pour refuser, trop désespérée pour maintenir l'harmonie familiale. Ils avaient tort sur les 2 points. L'ironie, c'est qu'ils auraient pu simplement demander de l'aide pour acheter une maison à Marcus et Céleste. S'ils m'avaient approché avec respect, expliqué leur situation et demandé de l'aide, j'aurais pu l'envisager. J'ai toujours été généreuse avec ma famille, mais ils ne voulaient pas demander de l'aide. Ils voulaient prendre ce qu'ils croyaient que je ne méritais pas. Ils voulaient me punir d'avoir réussi et d'être indépendante. 6 mois plus tard, j'ai appris qu'ils avaient mis leur plan à exécution. Ils ont vendu les 2 propriétés et acheté 2 logements plus petits. Marcus et Céleste ont eu un appartement de 2 chambres, et mes parents ont acheté un condo. Tout le monde semblait satisfait de ces nouveaux arrangements. J'étais heureuse, moi aussi. Je vivais toujours dans ma belle maison, celle pour laquelle j'avais si durement travaillé. J'avais toujours ma carrière et mon indépendance sans avoir à traiter avec des gens qui pensaient avoir droit à tout ce que j'avais gagné. Parfois, avoir une famille me manque. L'idée des dîners du dimanche et des réunions de fête me manque. Mais les critiques constantes, la manipulation ou le sentiment que rien de ce que je faisais n'était jamais assez ne me manquent pas. Ma vie est plus calme maintenant, mais elle est à moi. Je prends mes propres décisions, je dépense mon propre argent et je vis dans ma propre maison. Personne ne me dit que je suis égoïste de réussir. Personne n'exige que je cède des biens durement gagnés à ceux qui n'ont pas travaillé pour les obtenir.
J'ai appris quelque chose de vital à travers cette épreuve. Parfois, les gens qui prétendent vous aimer vous freinent en réalité. Parfois, supprimer les influences toxiques est le plus grand acte d'autopréservation. Ma famille pensait me donner une leçon en me reniant. Ils s'attendaient à ce que je revienne en rampant, implorant le pardon et offrant ma maison. Au lieu de cela, ils m'ont appris que je suis plus forte que je ne le réalisais. Ils m'ont montré que je n'ai pas besoin de leur approbation pour être heureuse. Ils ont prouvé que me choisir n'est pas égoïste. C'est nécessaire. Et cette leçon vaut plus que n'importe quelle maison. Merci de m'avoir écouté. Et si vous avez aimé cette histoire, partagez-la avec d'autres qui pourraient se trouver à la croisée des chemins entre les attentes familiales et les limites personnelles. N'oubliez pas de commenter et de vous abonner pour plus d'histoires sur la manière de récupérer votre pouvoir lorsque d'autres essaient de prendre ce qui vous revient de droit. Parfois, la chose la plus courageuse que nous puissions faire est de dire non aux personnes que nous aimons le plus.